Pour bien commencer cet épisode, j'aimerais partager avec vous un bon plan avec EasyVat, le spécialiste de la détaxe. La détaxe, donc, c'est récupérer la TVA sur vos achats. C'était possible de le faire avant, quand on pouvait voyager en France, mais c'est toujours possible de récupérer votre TVA sur des produits achetés sur des sites français et livrés là où vous habitez à l'international. EasyVat, c'est 3 expatriés français, Woody, Thierry et Bap, qui ont décidé en 2018 de rendre la détaxe facile et de replacer le client au cœur du service. Avec l'arrivée du Covid, la start-up a lancé une nouvelle innovation depuis l'été dernier, un service qui s'appelle Cross Border et qui vous permet de vous faire rembourser la TVA sur vos sites préférés et livrés à l'international. Vous pouvez enfin faire votre shopping sur vos sites français préférés. Par exemple, moi, je voulais acheter des gels chez Decathlon pour mon prochain triathlon. Le produit n'est pas disponible ici, mais je vais pouvoir passer par EasyVat pour me faire livrer depuis la France jusqu'à Taïwan. Et en plus, je vais récupérer la TVA. Le principe de fonctionnement est simple. Vous faites livrer les produits chez EasyVat en France dans leur bureau, qui eux vous les renvoient partout dans le monde avec des tarifs réduits qu'ils ont négociés avec les principaux transporteurs. De plus, si vous habitez à Hong Kong, à Taïwan ou à Singapour par exemple, des zones avec des faibles taxes d'import, le remboursement de la TVA va souvent vous permettre de couvrir les frais de transport. Le service est assuré en français, en anglais et en chinois, et l'équipe est accessible à tout moment via un live chat, comme ça vous pouvez suivre vos commandes et leur poser des questions si nécessaire. Ce qui m'a particulièrement plu avec l'offre EasyVat, c'est la simplicité de l'offre, pas de frais cachés. Et si vous enregistrez avec le code partenaire Sésame, vous bénéficiez de 5% de remboursement supplémentaire sur votre TVA. Alors n'hésitez pas, contactez-les. Le lien c'est easyvat.com/crossborder, izivat.com/crossborder. Le lien est dans la description de cet épisode pour que vous puissiez directement cliquer dessus. Bonjour, je suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Merci Bruno Ben Saïd d'avoir accepté mon invitation sur Sésame Asie. Alors on essaie de se souvenir de quand on se connaît. Alors il me semble que c'est par une personne qui est passée par le biais d'une entreprise qui est passée sur le podcast, Mon Bento. Je cherchais à lever des fonds à l'époque en Chine pour une start-up que j'avais montée. On m'avait mis en contact avec toi. Tu m'as mis en contact avec Mon Bento. Donc la boucle est en train de se boucler. Voilà. Et donc ça nous amène sur ton activité, vu que tu es le directeur et un des cofondateurs de Shanghai Vest, qui a donc une activité de conseil en fusion-acquisition entre l'Europe et la Chine, ce qui va nous permettre d'aborder plein de sujets passionnants autour donc forcément des investissements dans les deux sens, les possibilités de lever des fonds pour des boîtes françaises en Chine, mais aussi la situation des investissements chinois en France qui font souvent la une de la presse. On va revenir aussi un peu sur ton parcours. Tu as travaillé pour des VC français en Chine, tels que Ventec. Tu t'es occupé longuement de Mobile Mondays à Shanghai. Tu as aussi aidé des incubateurs en Chine et à Hong Kong, pour en citer quelques-uns, le HTC Vive, donc de réalité virtuelle, plus dans le retail, Lane Crawford, le China Accelerator aussi, dont on a beaucoup parlé sur le podcast, notamment récemment avec Rachel Deidou. Et voilà, enfin beaucoup de différentes casquettes. Donc on va essayer de couvrir tout ça et tu vas nous expliquer un peu la cohérence de tout ce parcours. Mais pour commencer, donc je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît, Bruno. Merci Raphaël, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui dans ce podcast. Donc moi je suis arrivé il y a longtemps en Chine, en 1997, pour étudier le chinois à l'université normale de la Chine de l'Est. J'ai étudié 1 an et ensuite Huadongshi Foundation, non, Shanghai, c'est ça? Voilà, exactement. J'y suis passé aussi. C'est mon premier point d'arrivée en Chine. Je pense que ceux qui ont fait EM Lyon connaissent particulièrement parce que ça fait partie des partenaires de l'EM Lyon et incidemment aussi de l'INALCO où là je referme la boucle où je suis
aussi étudiant maintenant, puisque j'ai décidé de reprendre des études de chinois il y a quelques années. Et j'espère terminer ma licence dans les prochaines semaines de chinois. Ah, Donc, félicitations. j'ai pas encore le diplôme. Donc, mais je pense que c'est sur la bonne voie. Et puis j'ai un professeur particulier que j'ai connu aussi à l'université, qui est ma femme. En fait, c'est d'abord ma femme, et ensuite elle a la patience de corriger mes nombreuses prononciations incorrectes en chinois, et nous jetterons un voile pudique sur les difficultés que j'ai eues et que j'ai toujours. Mais bravament, je continue dans mon apprentissage du chinois et dans ma connaissance de la Chine, qui est un pays qu'on découvre tout le temps, avec une culture qui est incroyablement profonde et longue. Alors, Exactement. le parcours professionnel donc est intimement lié à la Chine, puisque après cette année d'études à Huashita, comme tu dis, j'ai travaillé quelque temps pour Philips, Philips dans la division Consumer à Shanghai, et ensuite j'ai quitté pour quelques années la Chine pour travailler à Singapour dans la division Asie-Pacifique de Cisco Systems. Et m'ennuyant un peu beaucoup là-bas, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour revenir en Chine avec mon épouse. Euh, et nous sommes revenus en Chine en 2002, et nous y sommes restés jusqu'à il y a quelques années euh, pour travailler dans un accélérateur de start-up dont le nom n'est sans doute pas familier avec les Français, mais cependant les startups que nous avons aidés et accélérés en Chine sont connus des start-upers des années 2000. Il y avait notamment une société qui s'appelait Infusio dans le jeu pour mobile, une société aussi dans les sonneries pour téléphone qui s'appelait DigiPlug, et tous ces entrepreneurs de ces startups ont essaimé et sont connus et se sont illustrés après dans d'autres sociétés, et je dirais on fait un très très beau parcours. Donc une fois que j'ai passé quelques années aux côtés de ces startups pour les accélérer, pour gérer leurs équipes et pour vraiment mettre leur business Chine sur des rails, j'ai commencé à travailler en tant que consultant ensuite à plein temps pour le fonds que beaucoup de gens connaissent en France, qui s'appelle Ventec, Mhm. qui lançait le fonds Chine et avec un objectif bien précis. Donc, c'était d'investir dans des entrepreneurs chinois qui agissaient pour le marché chinois. Donc, de mon point de vue, il n'y avait pas une thèse cross-border ou transfrontalière très nette. Cependant, le fonds essayait de se diversifier, et je les ai accompagnés pendant quelques temps pour démarrer les activités. Ça s'est très bien passé. Et ensuite, j'ai monté une activité de conseil Je t'interromps que juste une j'exerce. seconde sur l'épisode Oui, Ventec, oui, parce que je oui. suis en pleine lecture d'un livre, de relecture de Mr. China. Ça te parle ou pas? Sur Tim un... Clissold. Ouais, exactement. Oui, Et étant bien en pleine sûr. lecture de ce livre, qui est donc l'histoire ça a été, j'imagine, un des premiers fonds d'investissement étrangers en Chine dans les années, c'est quoi, c'est 80, 90 peut-être, et c'est Oui, des c'est histoires, c'est possible. de l'aventure business, quoi. Ça part dans tous les sens. Ils se font arnaquer, l'argent disparaît, les managers d'usines partent aux États-Unis avec des millions de dollars dans des valises. Enfin, c'est totalement dément. Et là, tout de suite, quand tu me dis que tu as travaillé pour un fonds d'investissement qui voulait investir en Chine sur des entrepreneurs chinois, qui était un peu là, sur un mode plus industriel, hein, et bien avant, j'imagine. Hum, Tout de suite, je me suis dit, hum. est-ce qu'il a connu les mêmes aventures que ce Mr. China? Et livre que je Non, recommande fortement. Au passage, non. tu me diras s'il t'a plu autant qu'à moi. Mais... Absolument, j'étais passionné par ce bouquin. C'est tout ce qu'il faut, toutes les histoires d'horreur vraies, vécues, expérimentées par ce fonds de private equity américain en Chine, avec Tim Clissold comme un de ses employés. C'était une époque un peu plus difficile. C'était la fin des années 80, 90.
où la Chine commençait seulement à s'ouvrir au monde. On montait des joint ventures et c'était quand même beaucoup plus difficile d'avoir du contrôle sur son partenaire chinois, sur ce qu'il faisait, sur les usines. Et là, le guanxi, les connexions parfois occultes qu'entretenait l'entrepreneur lui-même avec les autorités locales et certains fonctionnaires corrompus, fait que toutes ces aventures malheureuses ont pu se produire. Dans le cas de Ventec, bon, évidemment, Kim Clisson avait déjà écrit son livre, il y avait un certain nombre d'ouvrages ont déjà été publiés, et aussi, c'était, on va dire, la deuxième phase du capital risque en Chine. Donc déjà, le capital risque, c'est assez tech, même si c'est moins tech en Chine que ça ne l'est dans d'autres pays. Mais on était déjà dans la deuxième phase avec une courbe d'apprentissage qu'on avait déjà commencé à voir, puisque moi je côtoyais des fonds déjà depuis un certain temps. Eric Huette, le patron enfin un des associés, c'est lui qui a monté l'Asie. Je l'avais accompagné dans le tour, dans un tour de Chine auprès d'autres institutionnels pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient les tenants et aboutissants. Je leur avait présenté des boîtes de portefeuille potentiels. Donc, on était assez à la fois prévenus et on savait ce qu'on voulait en termes de cible d'investissement. C'est-à-dire que on était aussi dans un mode où on avait envie d'investir dans des entrepreneurs locaux, mais qui étaient quand même, qui avaient un degré de fiabilité. Et par ailleurs, dans la technologie, même si la technologie n'est pas un rempart contre la malhonnêteté, mais c'est quand même un monde plus nouveau avec des entrepreneurs plus modernes et dont un grand nombre, en tout cas à l'époque, étaient déjà allés aux États-Unis ou dans d'autres pays pour étudier et étaient revenus. C'était le cas de beaucoup d'entrepreneurs et ils avaient travaillé dans des multinationales, notamment américaines, et ils commençaient à monter leur boîte. Donc, on n'a pas été confronté, en tout cas à ma connaissance, dans la période où j'y étais, à des phénomènes flagrants de malhonnêteté, mais de toutes les façons, ça peut Je se parlais plus produire. d'aventure, hein. Enfin, j'imagine Oui, qu'il mais y avait des gens qui ont... c'est des aventures qui étaient quand même qui se terminaient mal financièrement. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'on a eu ces soucis-là. Enfin, le capital risque, de toutes les façons, c'est une aventure risquée, où que tu la mènes, que ce soit en France, en Chine ou aux États-Unis. Donc, il faut être prêt à perdre ton argent et à faire ton TRI, ton retour sur très peu de sociétés qui vont cartonner. Et c'était le cas. Oui, C'était le cas. donc justement, ouais, c'était un peu ma question suivante, Voilà. quoi, avec le recul maintenant, que ce soit Ventec ou les autres entreprises que tu as pu Oui. accompagner, comment est-ce qu'elles s'en sont sorties en Chine? Et est-ce qu'elles ont peut-être adapté leur stratégie? Enfin, le plan initial a été appliqué ou finalement la réalité du terrain a demandé quelques ajustements? Alors, on va reparler de Ventec un peu plus tard parce que déjà, je les ai accompagnés pendant moins longtemps que les autres, mais ils sont toujours là, donc je peux en parler d'une certaine façon et je pense que la meilleure personne pour en parler sera l'associé du fonds. Évidemment, C'est du noté. côté des autres sociétés que j'ai accompagnées, il y en a qui ont bien marché en Chine, il y en a qui ont moins bien marché en Chine. C'était par ailleurs dans le début des années 2000. Au début où les App Store commençaient à se mettre en place, mais c'était pas des App Store Android, iPhone et autres, parce que l'iPhone n'existait pas. C'était des iPhones qui étaient des App Store qui étaient gérés directement par les opérateurs, où il régnait une certaine, euh, c'était un petit peu la jungle, et il fallait non seulement se faire une place, mais être capable de facturer et d'être payé par les opérateurs qui à l'époque étaient par province. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, mais il y a eu des phases où la facturation se faisait par province, où il fallait envoyer sa facture, etc. Et dans ce cadre-là, les startups que j'ai accompagnées, particulièrement celle sur le jeu qui s'appelle Infusio, on a réussi au bout d'un an à connecter le service sur toute la Chine et à facturer sur toute la Chine grâce à ce qu'on appelle une connexion
via un opérateur qui s'occupait de centraliser les facturations des autres. Et c'était un énorme succès pour nous. Et ça a permis à Infusio de crédibiliser sa levée de fonds pour la Chine, alors que Infusio avait déjà levé plusieurs tours en Europe. Et C'était une entreprise qui faisait quoi, Infusio? du jeu mobile. C'était D'accord. l'ancêtre de Java. Et ensuite, ils ont fait des jeux Java. Et c'était un moteur de jeu qui avait été inventé par les ingénieurs d'Infusio pour proposer aux opérateurs ce qu'on appelle des services à valeur ajoutée. Et donc, ce succès que j'ai eu en Chine, que j'ai narré, que j'ai compté auprès de différentes personnes à l'époque, nous a permis de lever de l'argent aux alentours des années 2004. Donc, ça fait quand même longtemps, mais c'était le tout début déjà du capital risque en Chine, et c'était la première fois, ou une des premières fois, qu'une start-up levait de l'argent auprès d'investisseurs chinois. Et ça s'est pas beaucoup reproduit par la suite. Le seul qu'il avait fait avant, je pense, aux alentours de ces périodes-là, c'était Gilles Langourieux, que tu as sans doute connu pour De qui réputation, avait faudrait qu'il passe sur le podcast d'ailleurs, Gilles, c'est une voilà réussite impressionnante en Chine. Ouais. Virtuose. Donc lui, c'était un ancien, si je me trompe pas, d'Ubisoft, qui avait levé auprès de Legend Capital. Et c'est un des seuls, c'est quasiment le seul avec nous. Nous, on avait levé auprès de Morningside, qui était un fonds hongkongais très très présent en Chine. Et on était les seuls à pouvoir se targuer de lever auprès d'investisseurs chinois en Chine pour développer le marché chinois. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a été pionnier à de nombreux titres, et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'être crédible plus tard auprès de Ventec. Donc voilà, Gilles Langourieux, c'est Virtuos, et par ailleurs, ils ont levé auprès d'autres acteurs plus tard, mais c'était un des premiers. Voilà, voilà, c'est ça. Virtuos s'est lancé en 2004, donc il a levé après nous auprès de Legend Holdings. Donc c'est un sujet intéressant qu'on va pouvoir développer, quoi, forcément. Un peu pionnière, voilà. Et ensuite, un peu plus tard, quand j'ai lancé mon activité de conseil, j'ai notamment aidé une société gérée par un Français que tu connais peut-être aussi, Bertrand Schmitt, qui a cofondé App Annie, qui était le premier outil d'analytique pour les App Store, qui a démarré notamment pour l'App Store d'Apple, de l'iPhone, parce que les données qui étaient fournies par Apple étaient très très confuses, ne venaient qu'une fois par jour, et c'était extrêmement difficile à la fois pour les développeurs et pour les fonds d'investissement et en général l'écosystème de comprendre un petit peu quels étaient les différents acteurs de ce marché avec des dashboards de qualité. Et App Annie a été une des premières sociétés à réussir dans ce domaine, enfin à lancer ces outils d'analytique. Et elle était la première et la seule société à vraiment réussir, puisque toutes les autres devaient en fait se diversifier, notamment dans revendre la donnée pour faire de la publicité, de façon à gagner de l'argent, parce qu'elles n'arrivaient pas à trouver de modèle opératoire pour gagner de l'argent auprès des différents partenaires de l'écosystème, et notamment des fournisseurs d'applicatifs. Et App Annie a été la première à vraiment trouver la bonne formule pour le faire, et nous les avons accompagnés. Donc c'est-à-dire en faisant payer les développeurs d'applications pour accéder aux services ou Oui, mais oui et non. C'est-à-dire que en fait, la raison pour laquelle App Annie était si populaire, c'est que c'était gratuit. Les outils étaient gratuits pour les fournisseurs d'applications, mais il y avait un certain nombre d'acteurs, enfin des acteurs B2B, des grosses sociétés, des Nokia ou des Sequoia ou d'autres, qui avaient besoin de cette information pour eux comprendre et mapper leur écosystème. Et c'est par ce biais-là, pas par les fournisseurs d'applications qui ne gagnaient pas encore beaucoup d'argent. C'était dans les années 2010, donc c'était quand même très très tôt. Et donc le système est resté gratuit pour un segment, de façon à continuer à populariser l'outil auprès des développeurs d'app,
de façon à ce qu'ils aient des dashboards de qualité. Et donc, l'intelligence a été d'aller voir vers d'autres acteurs de façon à rendre l'outil indispensable et de lever surtout des tickets plus importants plutôt que d'être dans ce qu'on appelle la long tail de gens qui payent que 5 dollars par mois. Alors, il n'y a rien de mal à être dans la long tail, mais simplement, ça prend beaucoup de temps à avoir de l'échelle. Tandis que si tu peux développer, décrocher des contrats très tôt avec des grosses sociétés dans l'écosystème, c'est plus facile. Et c'est ce qui a rendu crédible aussi la démarche de Apani auprès des investisseurs. Et les investisseurs, ce qui est intéressant, c'est que bon, on a levé, ils ont levé auprès de IDG en Chine, mais pour les autres tours, c'était les investisseurs eux-mêmes qui utilisaient leurs outils, qui à un moment les ont appelés. Je crois que c'était le cas pour Sequoia, c'était en série C, mais Bertrand pourra me corriger, qui les appelaient en disant mais on utilise l'outil, c'est top, est-ce qu'on peut mettre aussi un peu d'argent? Voilà. Alors encore une fois, pour la version authentique de cette histoire, il faudra en parler à Bertrand Schmitt qui est encore actionnaire de la société, même s'il ne la dirige plus puisqu'elle a atteint une taille très très importante et lui a choisi de passer à autre chose. Mais il reste encore actionnaire et au conseil d'administration, donc il connaît très bien et je pense que c'est une bonne référence. Donc on a accompagné. J'ai accompagné avec mon équipe Bertrand dans sa première levée de fonds, dans laquelle notamment Orange et d'autres fonds corporate, notamment de Singtel, donc l'opérateur singapourien qui a à peu près 350 millions, 400 millions d'abonnés, si on compte les acquisitions qu'ils ont faites à droite et à gauche. Donc ils sont présents en Asie du Sud-Est, j'imagine Oui, alors bien sûr. Oui, c'est principalement en Asie du Sud-Est, mais pas que. Et donc ces deux acteurs étaient donc j'ai mentionné Orange via Orange Capital, ils étaient aussi intéressés par un tour dans Apani au début, donc ce qui montre que voilà, c'est possible pour des entrepreneurs français de lever de l'argent en Chine, mais dans des conditions quand même assez particulières. Donc on pourra en rediscuter. Alors pour revenir à ta question de Ventec, est-ce qu'ils ont pivoté ou pas? Je pense pas au sens où on l'entend pour les startups, puisque la formule initiale était bonne, notamment avec la présence d'une associée chinoise, même si elle connaissait pas tellement le monde de l'investissement, mais qu'elle connaissait bien le monde du conseil en investissement. Et elle a apporté un deal flow qui était quand même de très grande qualité. Entre-temps, Eric Huette a déménagé en Asie et ça lui a permis aussi de se familiariser par définition avec ses associés en Chine, son staff et la nature du deal flow, lui-même ayant le deal flow, donc c'est, enfin, on n'est pas spécialisé finance, ni investissement, et donc le deal flow, c'est d'avoir donc des opportunités d'investissement, c'est ça, d'avoir une visibilité sur le marché. Mais c'est clé dans le métier de VC, d'investisseur, c'est clé d'avoir ce deal flow, quoi, d'avoir tous les dossiers entre les mains, c'est ça? Voilà, mais c'est comme tu peux t'imaginer un responsable des ventes de n'importe quelle société, il a je dirais une vision sur l'ensemble de ses clients potentiels et petit à petit, il commence à, je dirais, à leur parler et au bout d'un moment, il a identifié les 20% avec lesquels il va passer le plus de temps pour conclure les deals. Donc, pour un fonds d'investissement, c'est absolument la même chose. À la différence près, c'est que les fonds d'investissement, la plupart du temps, sont contactés par les entrepreneurs, mais dans certains cas, ils vont eux-mêmes à la pêche à l'information, participent à des conférences, regardent en ligne, font des études sectorielles de façon à identifier les acteurs, on va dire, les plus prometteurs. Ils les contactent ou ils sont contactés, ça dépend un petit peu du stade auquel ils sont. Et ensuite, ça descend un petit peu dans l'entonnoir. Donc, on va dire l'entonnoir de deal, mais cette capacité à générer ce choix, c'est ce qu'on appelle le deal flow. Donc, et ça se génère de différentes façons, comme j'ai expliqué.
Et donc pour Oventech, ils ont appris, mais la formule de départ étant, je dirais, intéressante puisqu'il y avait aussi eu un co-investissement dans un fonds local de façon à avoir encore plus d'expertise autour de Ventech China. Il y avait une associée locale qui était à Pékin. Il y avait une montée en compétences aussi au niveau de la France. Et donc, petit à petit, il y a eu 1, 2, 3 investissements. Il y a eu des sorties, donc des sorties qui étaient très intéressantes. C'était principalement des boîtes dans l'internet chinois. Donc des sorties ou ce qu'on appelle des exits en anglais, donc des reventes, quoi. L'investisseur met de l'argent et l'idée c'est de pouvoir ressortir à Alors, un moment, les quoi. sorties étaient principalement sur Sur les marchés IPO? publics. D'accord, ouais, donc c'est Voilà, c'est ça. les deux voies, c'est ça, c'est soit l'entreprise est rachetée, soit on va en bourse, et c'est les deux manières de sortir pour l'investisseur, Voilà, c'est ça? c'est ça, D'accord. exactement. Soit ça peut être, oui, ou maintenant, oui, enfin, il y a différentes façons de le faire, mais oui, tu as mentionné les principales, absolument. Et Mhm. donc, ça a permis à Ventec, donc Eric et son équipe, pardon, de lever une deuxième, une troisième mouture du fonds. Entre-temps, bon, il se trouve On est que sur des montants de quel ordre de grandeur, les levées de fonds? plusieurs centaines de millions d'euros, quand même, D'accord, à ouais. chaque fois. Mhm, Ouais. ok. Même si le fonds initial était pas, enfin, il était pas très gros, mais après, le marché aidant et les succès aidant également, puisque le TRI était très bon, donc le taux de retour sur investissement était très bon, ça a permis à l'équipe de lever des deuxième versions, troisième versions et autres des fonds de façon beaucoup plus confortable et sur des montants plus élevés. Et par ailleurs aussi, les montants minimums augmentent. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit aussi dans d'autres pays et dans d'autres géographies. Donc, pour terminer, je dirais, bon, à la faveur d'opportunités, puisqu'il y a énormément d'opportunités pour des entrepreneurs et des investisseurs locaux en Chine de mettre en place leur propre fonds. Donc, l'associé d'Eric est parti il y a quelques années pour monter son fonds, puisqu'il y avait aussi, il y a beaucoup de yuan qui est investi dans des fonds d'investissement, alors qu'avant c'était plutôt de l'US dollar ou de l'euro qui était utilisé et investi dans des structures un petit peu, je dirais, baroques ou byzantines, qui arrivaient à la fin dans des structures d'investissement en Chine. Mais enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais je dirais qu'à la faveur d'une opportunité, son associé chinoise est parti et il a recruté un ancien collègue qui travaillait il y a quelques années pour un fonds que j'ai connu aussi et qui maintenant co-gère avec Eric et un autre associé le fonds Ventec China. Donc je t'invite, je pense que ça pourrait intéresser les auditeurs du podcast à, euh, à contacter Eric de façon à avoir une vision de l'historique de C'est Ventec. noté, l'invitation Voilà. est lancée. Voilà. Voilà un petit peu voilà où on s'est quitté sur Ventec. Et puis pour le reste, donc j'ai continué de mon côté à conseiller des sociétés françaises, des sociétés chinoises pour des investissements cross-border, donc transfrontaliers, Mhm. pour parler français, et notamment, alors je pense qu'on est un des premiers et un des seuls à avoir pu mener ce genre d'opération. Une opération dans la technologie, en majoritaire, dans les années, il y a quelques années, hein, années 2000, années 2010, dans ces eaux-là, pour l'acquisition par PCL Communication, qui est une société cotée chinoise, alors cotée à la bourse de Hong Kong, pour l'acquisition de la plus grande partie des actifs de Sagem Mobile. Alors pour ceux Mhm. qui sont nés avant les années 2000, ce qui est mon cas, ce qui est peut-être le cas, ton cas aussi, je pense, mais Quelques années, ouais. on connaissait Sagem, puisque Sagem c'est une société centenaire, hein, dans la technologie et notamment au virage des années 90, ils se sont hasardés dans le mobile. Alors avec succès quand même Parce dans qu'ils avaient les années ils avaient 2000. des téléphones fixes. Enfin, Sagem, je connais sans me C'était les souvenir. fax. Des fax, C'était c'est ça? beaucoup les D'accord. fax. Ok. Alors Sagem était aussi très présent dans le militaire, hein,
dans l'ingénierie en général. Et ensuite, le groupe a explosé à la faveur d'un certain nombre d'événements, notamment la mise en bourse, le suicide de son CEO, malheureusement. Il y a eu un certain nombre d'événements assez malheureux, d'erreurs de gestion, qui ont fait que maintenant Sagem, bon, existe, le nom existe encore, mais les activités ont été dispatchées, enfin vendues à différents acteurs. Donc les facs sont allés dans un fonds d'investissement américain, si ma mémoire est bonne. C'était Sagemcom, que beaucoup de VIE français connaissent, puisque c'était un gros employeur de VIE en Chine. Et comme à l'époque tout était ensemble, il y a eu aussi le montage d'une usine à Ningbo, dans entre guillemets la grande banlieue de Shanghai, dans le Zhejiang. Et cette usine a donné place à une deuxième usine en partenariat avec un autre acteur local qui s'appelait Bird. Et c'est ces activités-là et cette recherche et développement, ce centre de R&D, cette usine et tout, avec des actifs en France que nous avons vendus avec succès à TCL Communications. Donc TCL, alors c'est une marque de alors TCL, c'est les télés, c'est les téléphones. C'est eux qui avaient racheté en 2004 Alcatel Mobile, Alcatel les téléphones. Hein. Donc ils continuent à utiliser la marque Alcatel pour eux. Donc c'est Alcatel, TCL, Alcatel, ça dépend des géographies. Mais TCL est un acteur qui connaît bien le monde français, puisque ils avaient racheté donc Thomson, je pense, en 2003. Ensuite Alcatel, Thomson sur la partie télévision. Ensuite Alcatel en 2004. Et moi j'étais en Chine à l'époque déjà, évidemment. Et je connaissais déjà bien les équipes d'Alcatel en Chine, qui sont devenues des équipes de TCL. Alors cependant, tout de Alcatel n'a pas été vendu à TCL, bien sûr, puisque la partie infrastructure, équipement de réseau, elle a été restée plus ou moins indépendante des Chinois, même s'il y avait une joint venture avec un acteur chinois qui est devenu cette joint venture Alcatel Shanghai Bell, qui a très très bien marché, qui marche toujours très bien d'ailleurs. Et entre-temps, bon, Alcatel a fusionné avec Lucent et tout ça s'est vendu à Nokia. Mais en tout cas, Sagem, pour revenir à eux, avait une activité téléphonie mobile. Et au sortir des années 90, début des années 2000, c'était quand même un peu les rois du pétrole en France. Et ils ont tenu pendant quelques années la dragée haute à Nokia. Et ils étaient numéro 1 du marché dans les années, au début des années 2000 jusqu'en 2003, je pense. Et après, ils ont eu un petit peu l'hubris, la folie des grandeurs. Ils ont commencé à lancer des produits que le marché n'attendait pas, dont ils voulaient pas. Et au fil de ces mésaventures, ont été repris déjà par Safran. Et ensuite, la gestion a été donnée à un fonds d'investissement qui s'appelle Sofinova, qui existe toujours, mais dont la partie, on va dire, tech a disparu et qui ne fait que du médical maintenant. Et donc, Sofinova, dans les années, à la fin des années 2000, 2009, 2010, nous a confié un peu la tâche difficile d'essayer de vendre les activités de Sagem, qui était toujours en train d'essayer de se réinventer. Ah, d'accord, donc c'est ça ma question, quoi. Sagem était ton client, tu avais un mandat pour chercher un racheteur pour Sagem, c'est ça? Oui, c'était le fonds d'investissement qui était mon client. Et comment ça marche, d'accord. Et comment ça marche concrètement? Je veux dire, toi, tu avais quelques cibles déjà désignées, ou même une cible, on savait que c'était TCL, ou comment tu vas les chercher, comment tu les approches, comment ça fonctionne? Bah, évidemment, il y a un réseau sur lequel tu peux t'appuyer, mais au départ, il faut avoir les idées assez larges, puisque tu essaies de vendre une activité de téléphonie mobile qui est un peu sur le déclin, mais avec beaucoup de R&D. Tu essaies de voir qui sont on va dire, les principaux partenaires de cette activité-là. Donc, il y avait des partenaires chinois. Donc, je t'ai mentionné Bird, qui était une société de Ningbo. Tu avais évidemment les gens dans l'écosystème, donc TCL Alcatel qui regardaient un peu de loin, pourquoi pas. Mais tu avais aussi des acteurs comme Intel qui regardaient aussi, puisque à l'époque, on lançait des plateformes Linux, notamment une qui s'appelait MiGo. C'était un consortium avec les Nokia et autres pour lancer une plateforme Linux sur du Linux pour concurrencer un petit peu Windows Mobile
et s'imposer un petit peu comme la plateforme de référence pour la téléphonie mobile. Donc tu regardes aux États-Unis, tu Parce regardes que en Chine, tu regardes. Android quelque part. Android, c'est basé sur du Linux, s'il me semble bien. Mais en Ça fait, fait un la peu similaire. plateforme n'a pas été réutilisée, hein, puisque Android, c'est une acquisition Ouais. qu'a fait Google. Mais c'était pas, ils étaient peut-être acteurs du Je consortium, veux si dire tu veux, sur le mais concept, quoi. C'est une plateforme Linux qui s'est imposée dans le mobile, donc c'est ça que je veux dire. Le concept ouais, ouais. est similaire, quoi. Mais c'était pas la plateforme qui avait été développée et qui avait été présentée au Mobile World Congress, je pense, en Mhm. 2004 ou 2005 ou un peu plus tard. Et donc, tu cherches un peu de façon large et tu commences à contacter les différents acteurs que ça peut intéresser et tu regardes ce qui revient finalement. Alors évidemment, il y a toute une partie de préparation de la documentation, d'analyse des chiffres, de la profitabilité, de la non-profitabilité, de la valorisation de la société, des attentes des actionnaires. Donc, il y a tout un nombre de paramètres qui sont liés à l'activité de banque d'affaires et du conseil financier qu'on a mené et qui nous a aidé, si tu veux, à la fois à identifier et à négocier de façon intelligente et pertinente avec différents acteurs, dont TCL, qui s'est montré le plus intéressé parce que eux, ayant réussi finalement leur intégration de la partie mobile d'Alcatel dans leur au sein de la société TCL, se disait il nous manque quand même quelques brevets, notamment dans la 3G. Il y a de l'expertise qu'on n'a pas dans la 3G avec les ingénieurs. Euh, Pourquoi pas regarder aussi ce centre de R&D à Ningbo. Donc, on a trouvé, je dirais quand même assez rapidement, une oreille attentive auprès des dirigeants de TCL Communication qui étaient dans une phase même ascendante. Et je pense que au moment de la transaction, TCL, c'était le 7e acteur mondial de la téléphonie mobile. Mhm. Donc c'est pas mal. On était sur des chiffres d'à peu près entre 50 et 60 millions d'unités par an, ce qui était énorme quand même à l'époque. Le marché chinois représentait 200 millions d'unités. Alors Mhm. évidemment, TCL n'était pas concentré sur le marché chinois, mais vendait partout dans le monde. Mais quand on parle d'une boîte qui fait 60 millions d'unités aux alentours de 2009-2010, c'était quand même significatif. Et donc, ils avaient besoin de se lancer dans la 3G. Bon, voilà. L'histoire est belle. Et même s'il y a eu un certain nombre de rebondissements qu'on a, qu'on a, euh, qu'on a rencontrés, et notamment le fait que Sagem Mobile avait des créanciers un petit peu pesants et a dû, pendant notre transaction de vente, sans qu'on le sache malheureusement, se mettre en redressement judiciaire en France. Et donc ça a posé un certain nombre de questions parce que personne n'était au courant, ni nous, ni l'acheteur potentiel. Donc alors là, on va en venir un petit peu aux best practices un peu de la Chine. Ça va nous amener, je dirais, gentiment vers la deuxième ou la dernière partie de notre Je t'en conversation prie, parce que tu fais le rôle de l'invité et de l'intervieweur, là. C'est voilà, assez relax pour moi. Vas-y. exactement. Tu prends Et tout en main. parce que les choses se mettent un petit peu en place dans mon esprit pour je dirais essayer de synthétiser pourquoi cette expérience est particulièrement intéressante. Parce que dans toutes les situations, un investisseur n'aime pas les surprises. Ça, Mhm. c'est clair. Une société en général n'aime pas les surprises, surtout quand elles sont mauvaises. Particulièrement un acheteur qui est en train de mettre beaucoup d'argent. Donc, on parle de chiffres, enfin, c'était au-delà de 8 chiffres, si tu veux. Beaucoup d'argent dans une société qui n'allait pas bien quand même, puisque on était là pour faciliter la vente d'un actif en perdition, même s'il y avait de très belles, je dirais, de très belles forces vives, comme on dit un peu en politique. Et tout d'un coup, on apprend que la société s'est mise en RJ pour faire court. Donc, il nous a quand même fallu, en plus de cette négociation, rentrer en négociation avec l'administrateur judiciaire. Mhm. Et c'était très compliqué parce que déjà, on ne choisit pas son administrateur judiciaire, on choisit son avocat, mais pas son administrateur judiciaire. Donc, il a fallu faire un petit peu la liaison entre les conseils à la fois de TCL, de Sagem,
fournir un niveau d'information suffisant à toutes les parties, parce que en plus la complexité qu'il y a en France, c'est que les conseils ne se parlent qu'entre conseils. Une société n'a pas le droit de parler directement. En tout cas, les usages veulent que la société ne parle pas directement au conseil de la partie adverse, mais qu'elle utilise, dire son avocat, et les avocats parlent entre eux. Et nous, on a un petit peu cassé les codes. Voilà, on a cassé les codes, on a cassé les règles et on parlait à tout le monde et on donnait le même niveau d'information à tout le monde. Alors ça a, entre guillemets, beaucoup choqué les conseils à droite et à gauche parce qu'ils n'étaient pas habitués à parler à des gens qu'ils connaissaient pas. Parce que bon, la société, je dirais, le monde du juridique est un petit peu codifié, comme tu sais, et donc voilà, assez conservateur. Et bon, en tout cas, on a cassé ces codes, on a cassé ces règles. Et ça nous a permis déjà de refaire venir, de garder TCL dans la boucle et de continuer à les garder motivés, et tout en faisant un peu une saine pression sur l'administrateur judiciaire pour lui expliquer avec des mots bien choisis que si la transaction ne se faisait pas, il y avait quand même de grandes chances pour qu'il y ait des licenciements secs au niveau de Sagem, parce que la société, elle était déjà en redressement judiciaire, mais elle était en redressement judiciaire justement parce qu'elle avait fait défaut sur un certain nombre de ses créances. Donc, c'est quoi la réaction de la partie chinoise dans une telle situation? Ils se demandent si c'est une entourloupe. Curieux. Ah oui. Ils se disent qu'est-ce qu'on fait là? Parce que ils avaient des chiffres, ils voyaient bien que la boîte n'était pas profitable. Mais quand il se passe un truc qui est en France sur des créances qu'ils n'ont pas vues, ça fait désordre. Et je pense que tout investisseur, je pense 90% des investisseurs auraient fui ou auraient demandé à baisser le prix de façon dramatique, et ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on a réussi à leur expliquer que la transaction se ferait dans les termes qui étaient ceux qu'on avait déterminés, et qu'on allait sortir du redressement judiciaire de façon très rapide, et que de toutes les façons, la partie qui était impactée n'était pas la leur, puisque c'était une créance sur la partie française de la société, et que nous, on était sur les actifs principalement chinois, puisque la plupart des employés de Sagem Mobile à l'époque, et c'est très surprenant, étaient en Chine, puisque par le truchement de cette co-entreprise qu'on appelle une joint venture avec Bird, qu'ils avaient racheté d'ailleurs et qui les avait beaucoup endettés. Donc, ils étaient aux commandes d'une société de, on va dire, 400 ou 500 personnes, je n'ai plus les chiffres en tête, en Chine, qui leur coûtait évidemment très cher, mais ils n'étaient pas particulièrement impactés par ce qui se passait en France. Cependant, la France étant la maison mère, il y avait un certain nombre d'applications. Bon, on va accélérer, mais on a réussi quand même à les convaincre, et à convaincre surtout l'administrateur de permettre cette transaction de façon à ce que tous les emplois soient préservés aussi en France. Et je pense que ça a été un élément déclencheur favorable qui nous a permis qui nous a permis de conclure cette transaction, qui a permis à Sagem et à ses actionnaires de sortir la tête haute de cette aventure qui était quand même très compliquée, très mal engagée, et surtout à TCL de faire l'acquisition sans licenciement, puisqu'ils n'ont pas licencié à la suite de cette acquisition, d'une équipe compétente à la fois en France, puisqu'il y avait une partie des actifs qui étaient en France, des équipes qui étaient en France, et surtout d'une équipe très compétente sino-française en Chine. Voilà, donc les éléments qu'on a rapportés, c'est en Chine comme en France, comme partout ailleurs, il faut fournir un niveau d'information et de transparence. Il faut fournir aux autres ce niveau de transparence qu'on aimerait qu'on vous donne à soi-même. Alors ça, c'est des clichés, une recommandation fort générale, mais quand on est dans des opérations qui sont transfrontalières, qui sont déjà très compliquées du fait de la distance et des différences culturelles, c'est très important de créer ce qu'on appelle une plateforme, même si le mot est un petit peu galvaudé de nos jours, de façon à ce que le niveau d'information soit partagé et qu'il y ait je dirais un seuil de confiance, un niveau de confiance suffisant pour que cette transaction puisse avoir lieu. Évidemment,
ce qui a été un facteur favorable déclencheur, c'est qu'il y avait des équipes sur place, des deux côtés, enfin mes équipes, de façon à faire le pont entre les équipes en Chine, les équipes à Hong Kong. Alors, je ne parle pas de Chine, c'est Chine continentale et Hong Kong, donc la grande Chine, et également en France. Donc, c'est de s'entourer aussi de gens qui sont capables de faire le pont et de traduire, entre guillemets, au sens propre comme au sens figuré, les intentions et les propos et les idées des dirigeants à la fois à droite et à gauche, puisqu'on ne dit pas la même chose en Chine, même si les mots sont peut-être traduits à l'identique, mais ça veut dire quelque chose d'autre dans la culture de cette personne-là. Donc, on ne dit pas oui de la même façon, on ne dit pas non de la même façon, et on dit les choses parfois et souvent de façon détournée en Chine, parce que c'est une façon de le faire qui est en général plus polie et plus diplomatique, et alors que nous, on a tendance à dire les choses de façon un peu plus brutale, bancale, et on peut se mettre des gens à dos de cette façon-là, et c'est aussi ce qui a causé la perte d'un certain nombre ou l'échec d'un certain nombre de deals, parce que là, je peux citer notamment des exemples américains, puisque souvent les dirigeants étaient beaucoup trop cash, beaucoup trop directs et beaucoup trop dans le transactionnel justement, et pas assez dans établir cette relation de confiance qui est propre à beaucoup de cultures assez latines, mais aussi aux Chinois. Donc, apprendre à se connaître d'abord et faire la transaction ensuite. Quelle que soit la transaction, ça peut être des fusions-acquisitions comme une vente, comme Ouais, on le voit à n'importe tous quel les niveaux, quand même, investissement. pour des petites affaires de taille tout à fait raisonnable. Le même processus existe, quoi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, là? Donc, cette transaction-là, TCL en particulier, ça remonte à il y a quelques années. Mais Ah oui, aujourd'hui, est-ce que ça oui. reste d'actualité pour des entreprises en France, pas forcément non plus de la taille de Sagem, hein, ça peut être des plus petits acteurs, d'aller rechercher un acquéreur potentiel ou un investisseur en Chine? Absolument. Je dirais, c'est quand même plus facile d'aller chercher un acquéreur plutôt qu'un investisseur, parce que il y a finalement, enfin, il y a deux catégories d'investisseurs, on va dire, pour faire très très simple en Chine. Il y a les investisseurs institutionnels, donc les fonds de capital risque, les fonds de capital développement, etc. Et il y a plutôt ce qui est corporate, donc c'est des Tencent, Alibaba, mais c'est aussi des sociétés d'État chinoises. Tu vois, Donc le fonds des, corporate de ces entreprises, quoi. Ces entreprises qui ont créé un fonds d'investissement pour aller investir pas leurs gains. obligatoirement un fonds d'investissement, ça peut être, ils peuvent investir à partir de leur bilan. D'accord. Simplement, enfin, ces différentes catégories sont assez différentes. Donc, la partie purement fonds que j'ai mentionné au début, elle cherche déjà un taux de retour sur investissement, doit avoir des objectifs précis et un horizon qui est assez limité. Par ailleurs, il faut qu'il y ait une thèse d'investissement qui inclut le transfrontalier, donc le cross-border, et que ce soit inclus dans la thèse d'investissement. C'est-à-dire que, imagine une société lambda, c'est un fonds. Quand elle quand elle se lance sur le marché, elle doit expliquer quand même aux gens qui lui donnent de l'argent pour investir ce qu'elles vont faire de l'argent. C'est ça ce qu'on appelle la thèse d'investissement. Si la thèse d'investissement n'inclut pas ou peut d'investir en dehors de Chine, elles ne vont pas le faire. Donc la majorité des fonds d'investissement chinois n'investissent pas en dehors de Chine. Mhm. Cependant, il y a un certain nombre d'acteurs, notamment des fonds souverains, type CIC, mais il y en a d'autres aussi. Mais il y a aussi des fonds, des conglomérats comme Fosun, dont tu as bien sûr entendu parler, mais également Donc Fosun qui a racheté le Club Med. On a Xavier De Sol qui est donc le CEO Markets sur APAC vient de passer sur le podcast. Donc d'accord, il nous a d'accord. parlé en particulier de la relation avec Fosun, ce qui est très intéressant, quoi. Comment est-ce qu'il travaille avec un propriétaire chinois? Voilà, ben, tu peux dire la même chose, tu pourras poser la même question au propriétaire de SMCP, Sandro Mage, Claudie Pirlo, qui Mhm. se sont vendus, enfin la famille a vendu une majorité des parts au groupe Shandong Ruyi, un groupe textile. Et c'est très intéressant également de discuter avec le CEO, qui est
qui est un Canadien qui habite en France, qui a fait l'INSEAD, qui explique en fait la relation quand même assez distendue, mais bienveillante entre leur actionnaire de référence principal et eux, et qu'ils ont quand même les coups des franches aussi pour opérer. Alors, c'est pas les mêmes besoins de CAPEX que le Club Med. D'accord. Donc, c'est une dimension qui est un peu différente. La transaction n'est pas plus petite. Enfin, si, elle est techniquement un peu plus petite, mais les besoins de financement, par contre, pour des villages Club Med sont beaucoup, beaucoup plus importants que des magasins Sandro et Mage à Shanghai ou Pékin, même si c'est cher. Donc, pour revenir un petit peu au profil d'investisseurs, c'est quand même assez difficile pour des acteurs en ce qu'on appelle en français, en mauvais français, en seed, et je dirais très tôt dans leur cycle de vie pour les startups. Des investisseurs sur des startups très jeunes, par exemple, c'est ça? Très jeunes, pour des startups très jeunes, c'est quand même assez difficile, voire très difficile, de lever auprès de fonds d'investissement classiques chinois. Ça, c'est clair. Et aussi, la difficulté, c'est que ces fonds sont quand même de taille assez importante, beaucoup plus importante qu'en Europe et qu'en France, en général, et que ça prend du temps et beaucoup d'énergie de ce qu'on appelle déployer du capital. Donc, quand on déploie du capital, particulièrement quand on a beaucoup de frais annexes, parce que quand on fait un investissement, imagine-toi que tu fais un investissement en dehors de tes frontières. Il faut que tu prennes des avocats qui vont te coûter peut-être plus cher qu'en Chine, peut-être, mais pas sûr, mais sans doute. En tout cas, il va falloir que tu fasses appel à des très bons cabinets d'avocats, à des auditeurs, à des intermédiaires, donc des conseils comme moi. Donc, la transaction elle-même, avant même que tu aies déployé ton capital, peut te coûter 100 000, 200 000, voire 500 000 euros, ne serait-ce qu'en conseils divers et variés, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, tu peux imaginer que quelqu'un qui va investir 1 ou 2 millions ne va pas s'y retrouver. Alors, j'ai grossi un peu le trait parce que toutes les transactions ne sont pas aussi chères, mais une transaction au-delà de 5 ou 10 millions peut facilement te coûter quelques centaines de milliers d'euros des deux côtés en frais divers et variés. Ça peut arriver, surtout si la transaction est un petit peu compliquée. Donc, les sociétés particulièrement chinoises qui ont assez peu de ressources en Europe. Peu de ressources, ça ne veut pas dire pas de ressources, puisque Fosun, Tencent, Alibaba et ces gens-là ont des ressources en Europe, mais que c'est assez fait graduellement. Mais la plupart des sociétés chinoises ont assez peu de ressources en Europe du point de vue financier, légal et autres, et souvent n'ont même pas d'équipe sur place, et par conséquent ont besoin de déployer beaucoup de capital avant d'avoir avant de pouvoir justifier le niveau de frais de faire des investissements en dehors de son pays. Parce que quand on est sur place en Chine, ils ont des équipes en interne qui peuvent conduire la transaction jusqu'à un certain point. Ils peuvent négocier en yuan avec leur cabinet d'avocats habituels, leurs auditeurs et tout. Et ça se fait entre guillemets entre eux. C'est pas péjoratif, la façon dont je le dis. Mais ça va leur coûter quand même beaucoup moins cher de faire cette transaction-là. Et ils auront un niveau de confiance en plus qui sera beaucoup plus important, puisque c'est une transaction de Chinois, entre Chinois, avec des Chinois. Donc, ils connaissent un petit peu les tenants et les aboutissants des gens avec qui ils discutent. Tandis que quand ils le font en dehors de leurs frontières, même s'il y a une relation de travail, comme c'était le cas, puisqu'on a mentionné dans notre préparation BOE et Imagotag, qui est une société qui fait des SES Imagotag qui fait des tags, des étiquettes. Des étiquettes électroniques pour le retail dans les magasins. Voilà, exactement. Donc, ils avaient une relation de travail préalable, c'était des partenaires business. Donc ça facilite. C'est souvent le cas d'être partenaire business comme ça. Moi, j'ai été témoin d'une petite entreprise pour laquelle j'ai travaillé qui s'appelait Volfony, qui faisait sûrement toujours des lunettes pour les cinémas, pour regarder des films en 3D, lunettes 3D. Et ils ont commencé par travailler avec un partenaire chinois, par former même une JV en Chine, avant de se faire racheter par ce même partenaire. Est-ce que ce type de situation est assez classique, de commencer par le business, puis après d'arriver sur une acquisition? Alors, ouais, si tu me permets, je vais juste terminer, si on a 2 minutes, sur la partie donc investissement. Donc, c'est pour vraiment expliquer et injecter une dose de réalisme un petit peu
dans les conversations, c'est que compte tenu de la distance, des aspects culturels et du coût lié à la moindre transaction, c'est pour ça que les sociétés très jeunes, qui n'ont pas fait encore ce qu'on appelle la série A ou même la série B, sont en général défavorisées quand il s'agit de chercher des investisseurs chinois, particulièrement pour du minoritaire. Et c'est pour ça que moi, je conseille toujours, dans mes conversations à ces entrepreneurs-là, de lever de l'argent, si elles souhaitent lever, auprès d'investisseurs en France, en Europe, ou à la rigueur aux États-Unis, si elles sont présentes aux États-Unis ou si elles vont l'être, mais lever auprès de gens qui les connaissent et qui sont capables de les comprendre. Parce que sinon, pour le reste, c'est beaucoup plus tard dans le cycle de vie de la société, compte tenu des frais qui sont à engager. Donc, pour revenir à ta question, est-ce que c'est important, est-ce que c'est courant? En fait, c'est très, très souvent le cas que les sociétés se connaissent déjà, travaillent déjà ensemble avant qu'il y ait une transaction. Et c'est la meilleure façon d'avoir une transaction et une opération qui va être couronnée de succès parce que les gens se connaissent déjà, ils ont déjà travaillé ensemble et ils ont une relation de confiance où les équipes se connaissent. Donc, on a mentionné SES Imagotag avec BOE, mais on peut aussi BOE qui est un géant chinois méconnu, mais je crois qu'ils font des écrans pour les téléphones portables et c'est un mini Samsung, donc un nom à retenir, BOE. Voilà, exactement. Mais tu vois, on les a mentionnés, mais c'est évidemment pas les seuls. Mais dans le gaming, c'est aussi le cas parce que très souvent, c'est un univers qui se connaît très bien. Tencent licencie un certain nombre de jeux pour la Chine. Pour faire très très simple, Tencent c'est le plus gros acteur mondial du jeu. D'accord, du jeu en ligne, du jeu sur mobile, du jeu multijoueur, etc. Plutôt, non, du jeu en général. En général. Voilà, du jeu en général. Donc, c'est le plus gros acteur. Ils connaissent très bien les gens avec qui ils doivent travailler et tout. Et donc, donc, c'est plus facile pour eux de faire des transactions, des acquisitions ou investir en minoritaire, comme c'était le cas en 2020 avec l'acteur français du jeu qui s'appelle Voodoo, parce qu'ils connaissent la qualité des jeux, ils en ont entendu parler ou ils les ont utilisés, ils les ont licenciés déjà en Chine, ils ont déjà une relation de travail. Et comme ils veulent aller vite et et que c'est quand même entre guillemets un jeu, pardonne-moi l'expression, c'est un jeu de rapidité. C'est pour ça que il faut mettre des tickets ou ce qu'on appelle des investissements très tôt, très vite, de façon à sécuriser un petit peu la transaction. Mais c'est un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est ces gens-là se connaissent. C'est le cas aussi pour Yatsen et Galunic. C'est une transaction dans les cosmétiques. C'était le cas d'une certaine façon aussi, puisqu'on revient à l'exemple de CGM Mobile et TCL. Les équipes se connaissaient parce que TCL avait racheté Alcatel Mobile quelques années plus tôt. Il y avait une palanquée de Français dans les équipes chinoises. Les équipes chinoises se connaissaient, donc ça a été un mariage entre guillemets avec des gens qui se connaissaient déjà, qui avaient déjà l'habitude d'être soit concurrents sur les mêmes appels d'offres, soit de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets, tu vois. Donc en 2019-2000, tu as eu aussi une transaction entre Wensan et Le Bélier, et un acteur dans l'automobile. Tout ça, c'est des gens qui se connaissent et qui travaillent déjà ensemble. Et très souvent, malheureusement, c'est le fournisseur chinois qui, lui, a tellement grandi au fur et à mesure des années qu'il rachète son client, entre guillemets, ou par exemple... dans des choses, vu la taille du pays. Voilà, donc... ou alors c'est le client qui rachète son fournisseur. Pardon, je me suis mal exprimé. D'accord. Le client étant, par exemple, la société chinoise, qui à un moment est devenue plus grosse que son propre fournisseur et décide de le racheter. Et comme ça permet d'intégrer verticalement
ces activités. Donc voilà. Et puis, C'était un peu ma évidemment. question suivante, justement. Enfin, je me posais là, Oui, enfin, vas-y. ça serait intéressant de revenir un peu sur la situation des investissements chinois en France. On a cité le Club Med. Mais il y en a eu pas mal ces dernières années. Enfin, les plus médiatiques, on a parlé d'investissement dans l'aéroport de Toulouse. Enfin, je crois qu'après ils sont ressortis. Dans l'Olympique Lyonnais, les hôtels Accor, dans PSA. Autre exemple Ouais, d'entreprise qui tout à travaillent fait. ensemble pour après qu'il y ait finalement des investissements qui se fassent. Mais Ouais. donc, enfin, est-ce que tu peux peut-être nous reparler un peu de la situation? On a atteint un pic quoi il y a 3-4 ans, il y a peut-être eu un pic, puis maintenant ça a diminué. Il y a eu de fortes réactions politiques aussi au niveau de la France. Qu'est-ce qu'il en Ouais. est? Alors, absolument. Alors là, on a, en 2019, 2020, on a vraiment touché le fond. C'est-à-dire que il y a eu, je pense, en 2019, il y a eu moins d'1 milliard d'investissements chinois en France. D'accord? Donc, quand on pense que historiquement, si tu veux, on peut aller à plusieurs milliards par an, là, on était en dessous du milliard. D'accord? Donc, on s'est retrouvé à une situation au creux de la vague, et ce, même aussi pour l'Allemagne. Donc, on était vraiment très, très bas. Alors que les années précédentes, comme je te disais, on pouvait atteindre plusieurs milliards par an d'investissement, notamment par le biais d'investissements type PSA Dongfang, type China Eastern Air France, ou même CIC qui a racheté une filiale de Suez, si ma mémoire est bonne, tu vois, ou d'autres transactions, etc. Mais 2019 était vraiment le creux de la vague. Donc, je pense que ça va redémarrer. C'est en train de redémarrer puisqu'il y a déjà un progrès par rapport à 2019. Mais on a atteint un niveau où, par exemple, en 2019, c'était la Finlande, au sein des pays européens, qui complétait le plus d'investissements étrangers, alors que nous, en France, on était, comme je te disais, en dessous d'1 milliard d'investissements. Et je crois que la Finlande était aux alentours de 6 ou 7, enfin, 7 milliards de dollars, donc à peu près 5,5 milliards d'euros, notamment par la vente de Hammer Sports à Anta, une société chinoise. Mhm. Le Royaume-Uni a toujours été la principale cible d'investissement chinois quand on parle de l'Europe en général, pas l'Europe au sens de l'Union européenne, et la Suisse aussi par aussi le pharmaceutique a Parce que la été France est assez bas dans le classement. Ouais, enfin, même en général, je crois que c'est États-Unis, Grande-Bretagne, Suisse, Allemagne. C'est un peu le classement de tête des investissements chinois à l'étranger, c'est ça? déjà, les premières sources, c'est en Asie du Sud-Est et aux États-Unis, et ensuite, c'est l'Europe. Et au Mhm. sein de l'Europe, c'est principalement le Royaume-Uni, et ensuite vient historiquement l'Allemagne, la France et l'Italie à peu près au même niveau, en cumulé depuis 2000. Donc euh, on parle de 14, à peu près 14 milliards d'euros d'investissement chinois en France de 2000 à 2019, alors qu'au Royaume-Uni, on est à peu près en dollars, à peu près à 50 milliards. Et pour l'Allemagne, on était à 20 milliards. Tu vois, donc on est quand même loin derrière, et on était encore plus loin en 2019 parce qu'il y a eu un certain nombre de blocages, il y a eu la Mais est-ce que c'est une bonne contraction. chose ou pas? Justement, c'est ça, là. Est-ce qu'il faut voir ça comme chose de positif, de vendre des actifs à la Chine, ou est-ce que, comme les politiques le disent, nous parlent de pillage chinois, etc. Est-ce que c'est négatif? Alors, je peux pas répondre est-ce que c'est négatif ou positif. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que la France, c'est elle qui a mis en place le plus grand nombre de mesures de contrôle vis-à-vis des investissements étrangers sur le sol français. Donc, il y a des seuils de déclenchement pour valider des transactions, d'accord. Il y a le décret Montebourg en 2014, il y a eu la loi Pacte en 2019, et il y a eu des décrets d'application de la loi Pacte en 2020, et je crois aussi, c'est ça, en 2020, il y a eu en 2019 et 2020, pour restreindre encore de façon temporaire, mais l'entrée
d'investisseurs étrangers, particulièrement dans des secteurs sensibles comme le biomédical. D'accord? Donc, on est en France très protégé et beaucoup plus protégé que dans le reste de l'Europe où il y a des recommandations qui sont au niveau des prises de contrôle. Mais en France, avec la loi Pacte et le décret Montebourg en 2014, on est quand même les mieux protégés. Et c'est ce qui a, je pense, beaucoup freiné les investissements chinois, en plus du fait qu'il y avait un manque de liquidité en Chine il y a un manque de liquidité en Chine depuis 2017-2018, qu'il y a un contrôle et un assainissement des finances des entreprises publiques chinoises. Donc, il y a une tendance à se défaire d'actifs, surtout des actifs, on va dire, récréationnels, donc des parcs d'attractions, l'investissement dans des sociétés de production le cinéma, on parlait de la chaîne AMC en Chine. Voilà, exactement. Il y avait aussi des chaînes d'hôtels. On parlait de certains groupes chinois qui investissaient même de manière presque exagérée, non? Le gouvernement a mis un peu Absolument. Ouais. C'était complètement dément. C'était aussi une façon de sortir de l'argent et de payer en off un certain nombre de gens, de sortir de l'argent de Chine de façon à faire des transactions, mais qui n'étaient pas toutes très claires. Et le principal exemple de ces malversations, il faut le dire comme elles sont, c'est le groupe HNA. Donc, c'est le groupe qui détient notamment Hainan Airlines, qui est en train de vendre la plupart de ses actifs, puisqu'ils ont fait déjà défaut sur leur dette à plusieurs reprises, comme un certain nombre de sociétés chinoises assez récemment, notamment le groupe qui possède, qui a racheté une société de semi-conducteurs en France, dont le nom va me revenir. Donc, Tsinghua Holdings a racheté une société en France en 2017. Je vais te rappeler le nom tout de suite, ça va me revenir. Mais le CEO était mort dans des circonstances étranges dans le sud de la France. Absolument. Absolument. Le CEO est tombé d'une rambarde, je crois que c'était dans le Var, en train de se promener quelque part, et les bruits ont couru, et je pense que c'est toujours le cas, qu'il aurait été assassiné. Bon, voilà, ça c'est pour le rumor mill d'aujourd'hui, mais c'est un groupe qui a énormément dépensé partout dans le monde, à la fois dans l'hôtellerie, dans la logistique, dans plein de secteurs, évidemment, dans l'aéronautique. Ils avaient racheté Aigle Azur il y a quelques années. Ils ont aussi investi dans Hilton, dans Deutsche Bank, Ingram Micro, enfin pour citer quelques noms, des choses colossales, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai ressorti la page Wikipédia, là, c'est pas ma culture personnelle, hein, je te rassure. Voilà, donc à la faveur de ces transactions-là, l'État chinois s'est aperçu qu'il y avait énormément d'actifs qui étaient, tous ces actifs n'étaient pas du tout stratégiques, surtout pour construire des sociétés globales chinoises. Il y avait un endettement considérable, et à partir de 2016, ils ont commencé à serrer la vis de façon à restreindre les sorties de capitaux et à protéger aussi leurs réserves de change. Donc, et puis à assainir les finances des sociétés étatiques chinoises pour les rendre plus fortes et notamment pour passer à la prochaine étape on va dire du plan de dominance ou en tout cas d'indépendance de la Chine vis-à-vis du reste du monde. Donc oui, la société du nom de société que je cherchais, c'est Linxens, qui est une société qui fait des semi-conducteurs, mais la partie passive du composant électronique, et qui s'est vendue en 2018, et la transaction a été validée en 2019 pour 2,2 milliards d'euros. C'était un rachat des parts de CVC, le fonds de private equity, qui était vendu à Tsinghua Holding. Et ce Tsinghua Holding, par ailleurs, je pense, pourrait revendre ses parts dans Linxens parce que eux-mêmes ont fait défaut sur leur dette à plusieurs reprises. Donc, sur les semi-conducteurs, une petite parenthèse, épisode récent de Pascal Viau, expert des semi-conducteurs ici à Taïwan, que je conseille à tout le monde.
Je t'en prie, continue. C'est juste une parenthèse. Absolument. Donc, ah oui, le secteur du semi-conducteur, c'est effectivement le sujet le plus chaud pour pour la Chine en général, parce que c'est ce qui alimente le secteur automobile, le secteur de la téléphonie mobile, le secteur des infrastructures. Tout est semi-conducteur et leur dépendance vis-à-vis de l'étranger fait que ils sont obligés de mettre beaucoup d'argent et pas malheureusement pas toujours avec succès, comme le montre l'échec de leur d'un de leurs investissements à Wuhan justement. Oui, on en a parlé justement avec Pascal. Ouais, Voilà. Ça va pas Voilà. Donc on invite les auditeurs à s'y référer. Donc la tendance actuelle, c'est que on est protégé, nous en France, de façon très méthodique depuis plusieurs années. Et ça on va dire, ça se télescope avec depuis 2016 une rétractation, un rétrécissement de la surface financière des sociétés chinoises publiques, à dire de l'État chinois à l'international. Et c'est pour ça que depuis quelques années, on voit cette part des investissements étatiques, c'est descendu jusqu'à 11%. Alors ça, c'est au niveau de l'Europe, comparé évidemment à 89% sur toute l'Europe, et c'est remplacé par des conglomérats, des sociétés privées, alors que ça peut être des sociétés privées ou des sociétés qui sont sur les marchés publics, mais c'est pas des sociétés qui sont contrôlées par l'État chinois. Et là, tu peux mentionner les Tencent, les Alibaba, les Fosun, ça c'est pas nouveau puisque eux, leur premier investissement à l'international, c'était en 2010 avec la prise minoritaire du Club Med, qui s'est conclue en 2015 après, on va dire une bataille homérique avec des fonds activistes pour reprendre le contrôle. Pour prendre le contrôle de la majorité des parts du Club Med. Pour revenir aussi aux aéroports et tout, c'est intéressant parce que ça a eu assez mauvaise presse. Je crois que L'aéroport de Toulouse, qui était c'est l'aéroport de Toulouse, c'est une transaction qui était pour 308 millions d'euros pour une vente de 49,9% des parts de la société de gestion de Toulouse-Blagnac, avec un actionnaire un petit peu évanescent, si tu veux. Cependant, ils ont fait des investissements dans l'aéroport. L'aéroport vaut plus d'argent que ce qu'ils ont récupéré au départ. Eux ont gagné pas mal d'argent, quoi. Ils ont pas loin de doubler leur investissement, il me semble. Mais eux, ils ont fait cet investissement. C'est pas spéculatif. Ils ont investi dans les infrastructures. Donc, on peut se dire, est-ce que c'est mal ou pas mal? Enfin, je veux dire, c'est pas à moi en tout cas de juger. Entre-temps, Blagnac a bénéficié de ces investissements. Et c'est la même chose dans l'agroalimentaire, puisque tu vois, tu avais quand même des investissements, il y a eu quand même des investissements de Fosun, notamment dans Désigny, si ma mémoire est bonne. Tu avais aussi des investissements dans le secteur laitier. Alors, évidemment, il y a tout ce qui est vignoble. Donc, on peut se demander si les vignobles, ça vaut la peine. Je crois qu'on parle de 150 châteaux, surtout vers Bordeaux. 165 châteaux. Qui sont maintenant chinois, quoi, des chiffres impressionnants. Voilà, 165 châteaux qui ont été vendus à des Chinois, 150 dans le Bordelais. Bon, mais on a quand même besoin à un moment, quand l'État fait défaut, alors je parle pas des châteaux, évidemment, mais ça pourrait être le cas, parce que avec le gel, un certain nombre de vignobles qui sont déjà dans le rouge depuis le Covid, qui ont d'énormes difficultés, le champagne aussi. Donc l'État va pas pouvoir sauver tous ces châteaux et ne va pas pouvoir sauver non plus Air France ou PSA. Ouais, sur les châteaux, j'allais dire que le risque d'investissement purement spéculatif, comme on peut acheter une usine, essayer de minimiser les coûts, enfin peut-être de renvoyer du staff et de faire une revente vraiment spéculative rapidement sur des châteaux du Bordelais, je pense que c'est moins possible, il y a moins de chances que ça arrive, quoi. Ouais. Mais il y en a un petit peu. C'est possible aussi, d'accord. Et après, le truc, c'est qu'on n'est pas totalement rationnel, j'ai l'impression, sur le sujet. Enfin, en Allemagne, il me semble qu'on parle souvent de KUKA, qui est une entreprise qui fait des robots industriels. Vendu à Midi.
qui est un peu un fleuron allemand, et ça a vraiment marqué les esprits, ce rachat de KUKA par la Chine, qui devient vraiment symbolique. Alors après, à tort ou à raison, société privée. Pardon ? C'est une société privée. Hein. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà d'une approche raisonnée ou quoi, parfois, voilà, on touche à un symbole, ça passe dans l'opinion publique, et là, voilà, on n'est plus dans le rationnel, quoi. Ça devient assez passionnel. Tout à fait. C'est ce qui dicte aussi les différents décrets d'application, les mesures qui ont été prises à droite et à gauche depuis 2014 en France et en Europe. Alors, j'ai fait une mention d'Isigny. En fait, c'est Saint-Hubert qui avait été acheté par Fosun avec le groupe Saint-Yuen au début des années 2018. Donc, d'Isigny, ça, c'était sur un autre groupe dans le laitier et l'agroalimentaire. Mais oui, il y a des actifs qui sont symboliques. Mais bon, soyons honnêtes, encore une fois, Air France, c'est symbolique, mais on n'a pas l'argent pour les refinancer. Donc, on va faire revenir China Eastern pour garder son prorata dans la recapitalisation. Donc, demain, ce sera peut-être PSA, ce sera peut-être d'autres fabricants. Donc, ces fameux actifs, on va dire stratégiques, évidemment qu'ils vont passer par les fourches codines de Bercy. Il va y avoir un certain nombre d'étapes. Mais ce qui va se passer, ce qui s'est passé notamment il y a quelques années avec une société que peu de gens connaissent, qui s'appelle Manoir Industrie, qui a été vendue à Yantai, ça c'était dans les années, je crois que c'était dans les années 2012 et autres, puisque c'est mon associé qui avait fait la transaction à l'époque, c'est que on peut faire un détourage, c'est-à-dire enlever une partie des actifs. Alors, dans le cas de Yantai, c'était les actifs qui étaient plutôt liés aux militaires, puisque c'est une société qui est dans la transformation des métaux et notamment pour les chaudières dans le nucléaire et dans le pétrole et le gaz. La partie qui était plutôt sensible, secret défense et autres, elle a été un peu isolée. Et il y a un certain nombre d'informations qui n'étaient pas autorisées d'être transcrites ou transmises. Et dans le pire des cas, tu fais un vrai détourage, c'est-à-dire que la partie de l'activité qui est sensible, elle est vendue à un Safran, à un Thales, de façon à ce que la partie qui est non stratégique puisse être vendue. Et c'est ce qui se passera à nouveau dans d'autres cas. Puisque en 2013, quand Yantai est venu, ils avaient rempli tous les critères, et même s'il n'y avait pas encore le décret Montebourg, mais ils étaient sous surveillance. Que le ministère de la Défense et Bercy s'étaient penchés sur la question pour donner des directives pour valider ou non la transaction. Donc, ce qui se passera, je pense, c'est que pour des actifs non stratégiques, on va revenir surtout sur des Air France et autres. Welcome China, parce que on en a besoin on en a besoin parce que à un moment on n'a plus les moyens financiers. Et pour des actifs qui sont plus stratégiques, soit il y a un acteur français type BPI qui s'allie avec d'autres acteurs type Thales et autres pour racheter la boîte, soit soit elle n'est pas vendue, mais on va toujours trouver un moyen, à mon avis, ça c'est pour les fusions-acquisitions, d'isoler ou d'identifier quelle est vraiment la nature stratégique. Et c'est pour ça que je reviens sur Linxens avec Tsinghua Unigroup. Tsinghua Unigroup, c'est un groupe qui est intimement lié avec l'État chinois, puisque c'est l'université de Tsinghua qui est derrière. Et Linxens n'a pas eu besoin d'être détouré, c'était pas stratégique, en tout cas pas la partie qui était financée. Et pourtant, c'est une énorme transaction. C'est un actif avec énormément d'emplois qui passe, entre guillemets, aux mains d'acteurs chinois. Et pourtant, c'est les semi-conducteurs. Donc, je pense que le réalisme va l'emporter. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien? Il faudra plus de recul. Il faudra plutôt 20 ans ou 30 ans pour voir comment ces actifs ont été gérés, comment est-ce qu'ils ont été refinancés. Et souvent quand même si le tableau n'est pas aussi simple, quand un acteur chinois rentre dans ce genre d'actifs, souvent ils suivent, c'est-à-dire que ils investissent dedans, ils rachètent des parts existantes, mais ils activent aussi des capitaux supplémentaires, comme c'était le cas pour les moteurs Baudouin
c'était les moteurs du Charles Leclerc, pour bâtir un peu de R&D et pour aider ces sociétés-là à se développer, notamment en Chine, puisque la proposition de valeur quand même de beaucoup d'acteurs chinois quand ils viennent en France, c'est de dire on va vous aider en Chine. Alors il ne faut pas non plus, là on revient dans un autre type ou hack, il ne faut pas non plus tomber dans le panneau systématique de dire puisqu'il est chinois, il va m'aider. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont pas si motivés que ça, ou qui n'ont pas tant de réseau que ça, ou pas tant de motivation que ça de vous aider en Chine, ou pas tellement la capacité. Donc parfois ils n'y arrivent pas. Donc et puis le marché chinois est extrêmement concurrentiel. Donc même un Fosun a besoin d'extrêmement d'efforts, d'années et d'investissements pour faire fructifier Club Med, Folies ou d'autres investissements en Chine. C'est pas du tout gagné, si tu veux. Donc mais la proposition de valeur, donc c'est pour ça que j'invite les entrepreneurs qui rencontrent ces acteurs chinois, c'est d'avoir aussi leur part d'analyse qu'on appelle en finance la due diligence, c'est-à-dire de bien comprendre quelle est la valeur ajoutée de cet acteur chinois, à la fois pour le staff en France, mais surtout pour le développement international. Et en général, quand même, il y a plus de positifs que de négatifs, de mon expérience. Mais il faut être à la fois réaliste et ouvert et vraiment bâtir cette relation de confiance. Et c'est pour ça qu'on en revient Raphaël, à notre discussion précédente, c'est que les transactions qui marchent, c'est des gens qui se connaissent et où le besoin de financement a été clairement identifié et on sait où mettre de l'argent. On sait faire un BP ensemble. Donc, c'est, on va dire, une partition écrite à quatre mains. Voilà, et c'est dans ces conditions-là qu'il y a le plus de chances et d'opportunités de réussir ensemble, particulièrement sur le marché chinois, mais pas seulement. Est-ce que tu es en train de faire la conclusion de l'épisode déjà, avant même que je pose la question finale ou... Alors, peut-être que tu vas me dire la question finale et... Traditionnellement, non, c'est passionnant, mais le temps passe. On arrive presque à 1h30, donc malheureusement, il va falloir conclure. Je te réinviterai pour un deuxième épisode. Je pense que il y a encore plein de choses à développer. Mais ouais, traditionnellement, je demande aux invités s'ils ont une astuce ou une anecdote à partager qui peut aider les auditeurs à hacker la Chine. Écoute, donc tu as commencé à y répondre. Oui. Tous les gens que j'ai rencontrés, qu'ils soient nouveaux avec la Chine ou qu'ils aient beaucoup d'expérience, le principal élément, c'est d'avoir une relation de confiance avec les gens avec qui tu souhaites travailler. Les sociétés chinoises ne sont plus des vaches à lait. Et elles ne veulent plus être vues comme des vaches à lait. Le temps des transactions où on mettait 50% de plus que son concurrent, c'était le cas notamment, je pense, je crois que c'était pour Bright Food, qui avait essayé de racheter Yoplait en 2011. Ils avaient mis 50% de plus que le concurrent General Mills. Et PAI Partners, le fonds d'investissement, a préféré General Mills parce qu'il n'y avait pas suffisamment de confiance dans la fiabilité de cet acteur chinois. Donc, ce temps est révolu, à part pour peut-être quelques actifs hyper stratégiques. Et encore, maintenant, tout est sous surveillance. Donc, toute opération d'envergure ne pourra pas être faite discrètement. Donc, le temps où les opérateurs chinois sortaient de l'argent sans compter, il est terminé. Ils ont du discernement. Ils sont souvent sur place, comme maintenant Tencent a des équipes sur place, Alibaba aussi, Fosun, Bright Food, Haier, qui a racheté Candy aux Italiens, je pense en 2018 ou 2019, Antar en Finlande. Tous ces gens-là ont des équipes sur place, connaissent la valeur du marché et surtout s'appuient sur des acteurs de l'écosystème local pour comprendre la valorisation, valoriser les sociétés à leur juste valeur. D'accord ? Donc, il faut créer une relation de confiance et une relation de travail. Parce que ce soit deux acteurs en France qui ne se connaissent pas, c'est très compliqué de convaincre l'un de vendre à l'autre qui ne se connaissent pas déjà. Parce que l'alternative à vendre sa société, c'est de ne pas vendre et de continuer à la faire fructifier éventuellement ou de la donner à son fils ou à sa fille ou à sa famille ou à ses actionnaires
pour qu'il continue l'aventure une fois que la personne, par exemple, prend sa retraite ou souhaite sortir. Donc, il faut bâtir cette relation de confiance parce que c'est la meilleure façon d'arriver au meilleur terme et de vraiment bâtir un projet commun. Parce que dans tout sujet de fusion-acquisition, on parle vraiment d'une thèse d'investissement et de dire pourquoi est-ce que cette transaction doit avoir lieu. Parce que, comme je viens de le dire, la meilleure alternative ou l'alternative la moins coûteuse à un investissement, c'est de ne pas faire l'investissement. Donc, il faut apprendre à se connaître. Il faut déjà créer cette relation de client-fournisseur, de partenaire de co-entreprise, d'avoir l'expérience de travailler avec les équipes et ensuite, éventuellement, de faciliter l'entrée d'un investisseur. Alors, évidemment, dans le monde du capital risque qu'on a évoqué un petit peu dans cette conversation, c'est un monde du FOMO. Le FOMO, c'est le fear of missing out. C'est un monde de l'urgence. Donc, c'est un monde où on est sur des sujets, des deals, des projets d'investissement dont la durée de vie est très courte. C'est-à-dire, on a quelques jours ou quelques semaines pour décider. Si on ne le fait pas, peut-être qu'on va passer à côté d'une opportunité énorme. Et c'est aussi pour ça que les tailles d'investissement sont aussi grandes, pour ça qu'on voit aussi des investissements qui sont aussi massifs, parce que des fois, il y a une espèce d'engouement autour d'un deal, pas obligatoirement justifié, pas toujours d'ailleurs. Mais donc, dans ce monde du capital risque, il y a une espèce d'embellie, d'envolée, les valorisations s'envolent. C'est un monde qui, j'estime, n'est pas complètement lié à la réalité. C'est-à-dire que, et ça représente de toutes les façons, c'est très important, une partie infime des transactions en général. Donc, la plupart des transactions, des sorties, des investissements, même minoritaires, c'est pas obligatoirement avec des fonds de capital risque. Ça peut être avec des fonds ou des stratégiques, des gens qui sont dans votre industrie et qui petit à petit, apprennent à vous connaître en mettant un investissement peut-être minoritaire ou majoritaire, mais qui apprennent à vous connaître. Donc, c'est de bâtir un peu cette relation-là. Et je dirais que ces recettes-là s'appliquent pour tout le monde et quel que soit le pays dans lequel on vit. Simplement, en Chine, l'aspect relationnel qui est tant vanté et publié, il a son mot à dire. Donc, c'est très important. Et comme, évidemment, il y a un sujet de différence culturelle, ça prend plus de temps de bâtir ce côté un peu relationnel, personnel, quand on ne parle pas la langue, quand on doit apprendre le fonctionnement des autres. Donc, il faut donner du temps au temps. Et ça, ce serait un peu un hack de conclusion. D'accord, non, c'est très clair. Merci beaucoup. Comment te contacter? Est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux que tu voudrais partager? Sur LinkedIn peut-être? Oui, je suis sur LinkedIn, Twitter, WeChat. Alors les gens peuvent me contacter soit à Bru Shanghai, BRU Shanghai en un seul mot. Ça c'est sur WeChat, Twitter, Instagram, je crois aussi. Sinon LinkedIn, Bruno Bensaïd et mon email bensaïd@fastmail.fm. Ça c'est le perso, ça va plus vite. Mais sinon LinkedIn en faisant référence à notre conversation et au podcast de façon à ce que je puisse être ou accepter plus facilement l'invitation. Mais je suis ravi de discuter avec tout le monde. Je mettrai le lien de ton LinkedIn directement dans la description de l'épisode. Mais merci beaucoup Bruno et à une prochaine fois. Merci Raphaël, à très bientôt. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!